Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Et c'est effectivement, on va parler d'emploi. Merci d'être avec nous. Bienvenue, les vraies voix de l'emploi avec notre expert réemploi, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonsoir Philippe. Merci d'être avec nous. Et notre invité, on va en parler, Luc Ferry. Bienvenue. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à vous. Au sommaire, notre invité, je le disais, le philosophe Luc Ferry, auteur du livre La vie heureuse avec sagesse ancienne et spiritualité laïque. Ce livre à sortir, bien entendu, l'occasion de partager son analyse sur une actualité très dense sur le marché de l'emploi, des entreprises qui déploient de nouvelles notions de bien-être au travail, voire même de bonheur pour faire face aux pénuries de recrutement. Une course à l'innovation technologique avec de nouveaux métiers qui signent la disparition des métiers plus anciens, l'allongement de l'espérance de vie pour travailler mieux et plus longtemps, des questions où la philosophie peut être un précieux secours pour analyser, comprendre l'entreprise de demain. Mais qu'en est-il de la réalité sur le terrain? Comment les entreprises et les groupes s'organisent pour se remettre en question, faire évoluer les mentalités, se recentrer sur l'humain? Le marché de l'employeur est-il devenu le marché de l'employé? C'est ce que va nous dire certainement Benoît Serre, DRH de L'Oréal France, qui sera avec nous dans un quart d'heure pour en parler. Et parce qu'un tiers de la population française vit en zone rurale où nombre de citoyens et d'entreprises participent à la transformation de leur territoire, souvent éloignés des grands pôles urbains et des zones de chalandise, les ruraux inventent des solutions pour y améliorer le quotidien de leurs activités et attirer de plus en plus de talents. Nos villages ont-ils du talent? On en parlera à 19h30 avec Fabrice Dallongeville, président des maires ruraux de l'Oise, et Rémi Ripet, président de l'ARH, l'emploi local, dans le Lot-et-Garonne. On vous souhaite la bienvenue dans les VV de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et avec Jérôme Laverny, en introduction, Jérôme, la philosophie, la nouvelle philosophie de l'entreprise, c'est se mettre au service finalement des employés. La philosophie tout court, on a une chance en France d'avoir des auteurs extraordinaires, dont Luc Ferry fait partie. Alors je le dis sans flagornerie et pas parce qu'il est présent, certainement pas. Ça me gêne voilà, mais tant pis. Mais s'inscrivant dans une lignée d'auteurs, oui, Luc Ferry, ancien ministre, écrivain, etc., mais professeur. Et professeur, comme malheureusement parfois on n'en a pas forcément fréquenté beaucoup, ces professeurs qui dans les années 70-80 se targuaient de choses suffisamment obscures, compliquées et ennuyeuses pour restreindre l'apanage de leur dite connaissance à un cercle suffisamment restreint. Non, là, il est question dans cet ouvrage, La vie heureuse, de choses qui sont accessibles, qui nous permettent de nous améliorer et en tant que professeur, de transmettre tout un tas d'informations qui nous rendent meilleurs et moins tarte-molle, comme le visait le regretté Lucien Gerfagnon. Voilà, donc c'est un ouvrage qu'il faut lire, La vie heureuse. Je ne sais pas si on peut le remontrer. On y apprend beaucoup de choses. On y guérit de la maladie frénétique de vouloir accéder systématiquement au bonheur. On y guérit accessoirement aussi d'un peu de Spinoza. Ça fait pas de mal. Mais surtout, effectivement, de cette espèce d'hystérie que l'on voit fleurir dans certaines entreprises à coups de grandes messes d'ego et qui côtoie parfois des manquements dans les adresses les plus triviales de la vie quotidienne, à savoir se dire bonjour. Alors on se tutoie beaucoup en entreprise, on fait beaucoup de brainstorming en utilisant des mots de cerveau en français. Oui, en utilisant des mots suffisamment peu français pour qu'ils soient des caches-sexes de choses qui seraient complètement dissibles en français, mais c'est mieux parce que c'est là aussi beaucoup plus obscur. Oui, on a besoin de philosophie. Oui, on a besoin d'une philosophie qui soit applicable, compréhensible, accessible, limpide, comme on peut le retrouver dans cet ouvrage, dans le micro. La vie heureuse, en ayant aussi à la clé accès à quelque chose de ô combien précieux, à défaut d'un bonheur immédiat, une spiritualité laïque. Alors justement, Luc Ferry, on parle du savoir-être en entreprise. C'est un mot qui revient beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce savoir-être ? Les skills en anglais, voilà, c'est la grande mode des skills. Les savoir-être, les compétences. Voilà, les compétences, mais en termes de savoir. Non, juste pour aller un tout petit peu au fond des choses. Pendant des millénaires, en tout cas pendant des siècles, les humains ont vécu sur des religions, sur des grandes philosophies, sur des visions du monde qui étaient des visions du bonheur différé.
Pour les enfants, je vais aller très vite, c'était après la classe, pendant les vacances, le bonheur. Pour les salariés, c'était avec la retraite. Alors, on allait acheter un petit bateau, on allait à la pêche, on allait enfin pouvoir profiter de la vie. Pour les communistes, c'était après la Révolution. Pour les catholiques, c'était après la vie terrestre, c'était au paradis, c'était la résurrection de Lazare. Bon, la vraie vie, la lumière absolue, la vérité et la joie, c'était quand même après. Bon, et donc, ce qui s'est passé, c'est que au cours du XXe siècle, toutes les idéologies du bonheur différé ont été déconstruites. Elles ont été déconstruites en vérité par le capitalisme. C'est pas mon camarade Danis Cohn-Bendit. Lui, les 68 arts ont été les cocus de l'histoire. La vérité, Schumpeter a raison. Et ici, je pense que on peut parler de Schumpeter sans que ce soit un gros mot. L'idée de Schumpeter, c'est que la logique de l'innovation est aussi la logique de la déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles. Et on le voit dans l'art contemporain. C'est un art de la déconstruction, de la figuration, de la tonalité en musique, etc. Et donc, on a déconstruit les grands récits qui permettaient de donner cette idée du bonheur différé, de valoriser cette idée qu'il fallait d'abord travailler avant de jouir des fruits de son travail, pour voir apparaître ce que Foucault appelle le souci de soi, c'est-à-dire ce qu'on voit dans la psychologie positive et dans les théories du développement personnel, c'est-à-dire c'est la victoire du troisième petit cochon sur le troisième. Voilà. Il veut le bonheur, il veut s'amuser tout de suite. C'est le principe de plaisir contre le principe de réalité. Et donc ce qu'on vit aujourd'hui avec la psychologie positive et les théories du développement personnel, c'est cette idée que, notamment dans le monde du travail, ce serait absurde de perdre sa vie pour la gagner. On dit gagner sa vie, mais les salariés vous disent aujourd'hui, dans le big quit ou le quiet quit, pour parler en mauvais français, dans la grande démission, ils disent mais attendez, moi j'ai pas envie de perdre ma vie pour la gagner. C'est absurde, donc je quitte mon entreprise parce que le travail ne m'intéresse pas. Et donc on a là, enfin, j'ai pas le temps de le développer, mais c'est une lame de fond qu'on est en train de vivre avec la bonheurisation du monde. Luc Ferry, hors entreprise, vous avez été ministre de l'Éducation nationale. Oui. Il y a 40 ans, tout le monde voulait être instituteur ou institutrice ou prof pour les vacances. Et aujourd'hui, on ne trouve plus et on est obligé de faire des recrutements en un quart d'heure. Est-ce parce que la philosophie des gens a changé vis-à-vis du travail et des vacances? Mais alors c'est pas la quantité de vacances qui entraîne les difficultés de recrutement dans l'éducation nationale. C'est le fait que non, mais ça stimulait à l'époque, c'est ce que je disais. Oui, ça stimulait à l'époque, mais c'est pas ça qui manque aujourd'hui. Ça reste aujourd'hui d'une certaine manière. On a quand même des très grandes vacances quand on est professeur. Mais moi je l'ai été toute ma vie et bon, c'est la vérité. Non, c'est pas ça. C'est que dans quantité de collèges, il faut être clair, c'est devenu du domptage. C'est pas de l'enseignement. C'est-à-dire vous passez sur une heure de cours, vous passez 3/4 d'heure à faire de la discipline ou à essayer de vous faire écouter. Bon. Et donc c'est devenu extraordinairement difficile. Et comme c'est un métier quand même, tout le monde le sait aujourd'hui, relativement mal payé, on peut même dire très mal payé par rapport à la quantité d'études qu'on a pu faire quand on est agrégé. C'est quand même Bac+5, une agrégation. Bon, et donc, l'idée de se retrouver... En plus, on est dispatché sur toute la France. Hein, donc, l'idée de se retrouver à la frontière belge face à des potaches mal élevés pour 1300 balles par mois, je vais être clair, quand t'as Bac+4 ou 5, c'est pas très tentant. Et donc, le problème numéro 1 que j'avais déjà, ça c'est pas nouveau, c'est le problème du recrutement. Oui, absolument. C'est le numéro 1 dans l'éducation nationale. Le reste, c'est à la limite presque tout en dépend. Eh bien, Luc Ferry, restez avec nous. On revient dans un instant. C'est la suite des VV de l'emploi. On va revenir sur ce bonheur différé. Est-ce que justement, aujourd'hui, on veut le bonheur tout de suite, pas différé, justement, pas à la retraite, pas après le boulot. On veut être heureux au boulot. Et ce bonheur au bureau, on va en parler avec notre invité Luc Ferry et avec Jérôme Laverny. Et vos appels, si vous pouvez nous contacter, 0826 300 301 tout de suite. Nous vous souhaitons la bienvenue, les vraies voix de l'emploi, avec Luc Ferry qui est avec nous. Bienvenue, philosophe, écrivain, ancien ministre de l'Éducation nationale. Et ce livre, La vie heureuse, sagesse ancienne et spiritualité laïque. Et puis notre invité qui vient d'arriver, Benoît Serre, bonjour. Vous êtes DRH du groupe L'Oréal. Bienvenue. Oui. En France. En France. Oui. Pas mal. C'est déjà un bon début. Jérôme Laverny, un petit son. On écoute un petit son. Pour donner une dignité aux salariés, il faut qu'ils puissent ne pas dépendre de leur emploi, qu'ils puissent partir de leur emploi, qu'ils puissent avoir une sécurité quand ils partent de leur emploi. C'est ça les allocations. Ça sert à ça et c'est hyper important.
Mais il oppose pas les allocations sociales au travail. Il dit que c'est quand même mieux pour un homme ou une femme de travailler plutôt que d'être au chômage. Eh bien, moi, je vous dis qu'on a un droit à la paresse, je vous dis qu'on a un droit à la transition des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien, on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le sens du partage et la semaine de 4 jours. Que là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la valeur travail. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Alors pour rebondir sur votre observation tout à l'heure, Philippe, à savoir de la nécessité d'avoir un philosophe sur un plateau. Oui, rappelez-vous, il y a 15 jours, moi je m'étais permis de pousser un petit coup de gueule, car en réalité, l'intelligence qui permet d'obtenir des diplômes pour être enseignant universitaire comme l'est Sandrine Rousseau est une maladie dont on arrive à guérir assez rapidement, visiblement. Ouais, alors moi, je suis pas outillé, bien sûr, donc j'avais écarté toute argumentation mythologique, toute argumentation historique, et je ne m'étais contenté que à cette philosophie de la confiture de mûre. Et vraiment, là, il nous faut des recours philosophiques pour rebondir, non pas sur cette histoire simplement de valeur travail, mais il y a, et notamment depuis le Covid, un questionnement du travail, de l'emploi d'une manière générale. On parle également de sens, et il est précieux, à défaut de sens, de recadrer un petit peu tout cela, d'où la nécessité de l'utilité. Et encore une fois, mille merci à Luc Ferry d'être présent, avec des considérations qui peuvent être d'autant plus précieuses qu'elles peuvent être soumises à l'État. On vous entend pas, là vous êtes parti, je sais pas où vous êtes. Comme l'est Benoît Serre. Voilà. Attends, Benoît XVI, on entend quoi? C'est bien aussi. C'est la parole papale de Jérôme Laverdy. Luc Ferry, sur cette valeur travail, sur ce droit à la paresse, on a l'impression que finalement deux mondes s'opposent, c'est-à-dire que d'un côté ceux qui travaillent, d'autres qui ont le droit justement de ne pas travailler. Le bon équilibre, c'est quoi? Alors, d'abord, il faut voir que c'est une allusion au livre de Paul Lafargue, 1880, donc le fameux livre de Paul Lafargue, Le droit à la paresse, qui est donc une critique radicale du capitalisme, et c'est ça qu'il y a derrière. Il faut savoir, Sandrine Rousseau, quand elle parle de déconstruction, c'est toute la tradition Jacques Derrida qui est derrière, donc toute la tradition qui vient de Heidegger, qui est la déconstruction des valeurs traditionnelles, des valeurs bourgeoises. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est la déconstruction du phallo-logocentrisme chez Derrida, mais peu importe. C'est-à-dire la déconstruction de toutes les valeurs de l'Occident blanc et colonisateur, voilà, et machiste. Voilà. Là, vous avez les trois pôles. Donc il y a ça derrière. Et donc évidemment, de son point de vue à elle, la valeur travail, c'est une valeur de droite. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les libéraux de France et de Navarre disent que nos vieux pays européens manquent de travail, qu'on ne travaille pas assez et qu'on va se faire bouffer. C'est ça l'enjeu de la guerre en Ukraine. Les gens ne le comprennent rien à cette guerre. Je suis désolé de le dire, mais franchement, ça me désespère. Ils ne voient que l'aspect moral de la guerre en Ukraine, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet pour Poutine, il pense que l'Occident est en décadence. Au fond, mon ami Michel Onfray, après tout, dit un peu la même chose. Oui. Alain Finkielkraut aussi, Zemmour aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est en décadence, et donc ils pensent que le monde de demain sera chinois, russe et indien. Et là, je peux vous dire qu'en Chine, moi je connais bien la Chine, les gens travaillent. Oui. Et ils vont nous bouffer. Et donc on va avoir un môle gigantesque, illibéral et presque totalitaire de 3 milliards d'individus qui considèrent qu'on est en décadence et on s'enfonce dans l'idéologie du bonheur douillet, le nombrilisme narcissique. Benoît Serre, oui. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Benoît Serre, la valeur travail, quand on est DRH de L'Oréal, qu'on a des gens en France, de cadres dirigeants jusqu'aux personnes peu qualifiées, on la vit de la même manière, pardon. En fait, on vit pas forcément le travail de la même manière. Et c'est un peu la différence. Ce qui se passe, on l'observe. Je ne pense pas, moi, qu'il y ait une remise en cause de la valeur travail. Il y a un questionnement autour de la place de travail dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est plutôt ça le sujet. Qui s'est accéléré depuis 2 ans. Oui, et le Covid a révélé. Le Covid n'a rien révélé, il a tout accéléré. Absolument. La deuxième chose, c'est que je crois qu'on s'est beaucoup intéressé, sans doute à juste titre, depuis quelques années, une bonne quinzaine d'années, à la question de la qualité de vie au travail et pas assez à la qualité du travail lui-même. Et donc c'est pour ça qu'à un moment où les gens ne savent plus quel est leur rôle dans la chaîne de valeur, en quoi ils sont irremplaçables de par leurs compétences, pourquoi est-ce qu'ils sont managés comme ceci ou comme cela,
à un moment, ils perdent le sens des choses. Alors, on met une espèce de mot valise qui est le sens au travail, mais le vrai sujet, c'est la qualité du travail. Donc, je pense que ça, c'est un premier point. Après, le second point, je ne crois pas du tout à une espèce de conflit intergénérationnel avec des jeunes qui veulent rien foutre et des vieux qui veulent plus rien faire non plus. Je ne crois pas à ça du tout. En revanche, le niveau d'exigence, moi, je le vois dans mes fonctions, le niveau d'exigence de la génération qui monte et la génération précédente, parce que vous avez une alliance objective entre les quarantenaires et ceux qui ont 25 ans aujourd'hui. Le niveau d'exigence sur le sens, sur la qualité du travail, sur les évolutions professionnelles, sur le respect à un certain nombre de normes, sur la cohérence entre ce que je raconte à l'extérieur et ce que je fais vivre à l'intérieur, sont autant d'éléments qu'on résume un peu trop vite en disant donc la valeur travail se perd. Pas du tout. Simplement, c'est vrai que le niveau d'exigence du travail est beaucoup plus fort partout. Vous avez dit le marché de l'employeur c'est fini, maintenant c'est le marché de l'employé. Donc ce qui veut dire c'est que le pouvoir a changé de camp quand même. Alors, maintenant, la question, c'est de savoir si c'est conjoncturel ou pas. Parce que moi, quand j'entends les économistes, tout le monde m'annonce quand même une récession ou alors des nuages noirs partout. Donc là, c'est vrai qu'on est dans un monde d'employés, parce que tout le monde cherche les mêmes personnes, il n'y a pas assez de monde. En revanche, je termine juste un point, en revanche, la question employeur-employé, elle signifie que les entreprises doivent effectivement s'adapter, et notamment ce qui se passe en ce moment. Moi, je ne crois pas à la grande démission. En revanche, il y a une grande mobilité. La question est de savoir pourquoi, dès que le marché du travail va mieux, la première réaction des gens, c'est quitter leur boîte. Voilà. Ça, c'est une question posée aux entreprises. Ah bah tiens, Luc Ferry, Luc Ferry, à votre avis. Je voulais vous faire réagir sur une chose. Vous avez dodeliné, quand vous avez entendu Sandrine Rousseau. Dans les années 70, la gauche, c'était les travailleurs avec Georges Marchais, travailleuses, travailleurs avec Arlette Laguillet. Aujourd'hui, on nous dit que c'est une valeur de droite. Comment est-ce que vous expliquez ça ? C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, je ne veux pas radoter, mais je pense que l'effondrement des grands récits sous les coups du capitalisme moderne, il faut quand même dire la vérité, Schumpeter a raison. L'effondrement. Écoutez, je vous donne un chiffre simplement, juste un, enfin deux. Le communisme passe de 30% de l'électorat à 2%. C'était une religion de salut terrestre, le communisme. Il y avait des valeurs, je ne suis pas communiste, Dieu sait, mais il y avait des valeurs transcendantes par rapport à l'individu. Il y avait du sacrificiel. Bon, le catholicisme, en 1950, 95% des Français sont baptisés, ils sont 30% aujourd'hui. Il y a 45 000 prêtres en France, en 1950, ils sont 5 000 aujourd'hui. Donc on a un effondrement des grands récits qui valorisaient, au fond, non seulement le travail, mais qui valorisaient le bonheur différé. Quand ces grands récits s'écroulent littéralement en Europe, ces deux effondrements, on n'a pas mesuré les conséquences du tout. On n'a pas du tout compris les conséquences de ce double effondrement, religion de salut terrestre et religion de salut céleste. Du coup, le bonheur différé disparaît complètement. L'idée, c'est le bonheur ici et maintenant. Voilà. Et donc, Big Quit, oui, quand même, 40 millions d'Américains ont quitté leur job pour aller faire autre chose qui était plus exaltant, plus intéressant, qui a plus de sens et qui est plus valorisant et qui donne plus de bonheur. Bon. Et donc, en France, c'est beaucoup moins, évidemment, c'est infiniment moins, mais c'est un mouvement qui est quand même assez analogue. C'est-à-dire l'idée que si je n'ai qu'une seule vie, si je ne crois plus à la résurrection de Lazare, c'est ici et maintenant que je dois être heureux, c'est pas plus tard. Ben voilà, la fin du bonheur différé. Ici et maintenant qu'on est heureux. Il faut lire le livre de Luc Ferry, c'est qu'on y apprend la différence entre les valeurs morales et les valeurs spirituelles. Il y a une valeur politique aussi, c'est celle que donnait sur le travail Sandrine Rousseau. Et il faudra qu'on reparle de à défaut cette valeur, de ce sens du travail et notamment d'y inclure le sens de l'effort qu'on a dans le sport et qu'il conviendrait de conserver dans le travail. Ce que disait Benoît, non pas 16, mais 16, c'est très juste, c'est le qualitatif qui est devenu le plus important. C'est-à-dire ce que disent constamment les psychologues positifs, le quantitatif, on s'en fout, c'est le qualitatif qui vaut. C'est l'être et pas l'avoir. Oui, bougez pas, restez avec nous. On revient dans quelques instants. Luc Ferry, dans un instant. Regardez, oui, on vous entend, Luc Ferry. On n'a pas coupé votre micro, restez avec nous. 0826 300 300, vous voulez poser des questions, bien sûr, on vous accueille avec grand plaisir. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. On est les oubliés, la campagne, les paumés. Gauvin Cers, retour des vraies voix de l'emploi. Nous sommes toujours en compagnie, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h, de Jérôme Laverny. Benoît Serre, DRH de L'Oréal France, est resté avec nous et nous ont rejoint Fabrice Dallongeville, président des maires ruraux de l'Oise. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Rémi Ripet, président de l'ARH Emploi Local dans le Lot-et-Garonne. Bonsoir. Bonsoir, enchanté d'être avec vous.
C'est bien chanté aussi. On parle de Jérôme Lavernier, on parle de ruralité, de l'emploi, de savoir si effectivement on a tendance à ne pas l'imaginer, mais de tous ces talents qui sont en ruralité, qui trouvent du travail et qui font des petits surtout. Oui, tout à fait. Il faut dire comment, pourquoi, à quel endroit. On a cette image d'un travail de l'agriculture qui effectivement a eu tendance à décroître ces dernières années. Et on se fixe sur le nombre d'exploitations parfois, et c'est stupide à plusieurs égards, pour imaginer que cette activité professionnelle décroît. On se fixe également sur ces services publics qui défraient la chronique parfois parce qu'ils ont disparu dans tel ou tel village, là où en réalité les communes rurales et précisément orchestrées par l'association des maires ruraux sont très dynamiques, regorgent de talents, regorgent d'emplois, regorgent de perspectives, et c'est ce que l'on va voir ce soir. Benoît, Serre, justement une question sur L'Oréal, sur le groupe. Aujourd'hui, j'imagine que comme beaucoup d'entreprises, vous vous êtes rendu compte que certains avaient déménagé pendant le confinement. Est-ce qu'ils sont revenus? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de travailler justement, de partir et d'être un néo-ruraux et de continuer à travailler dans un grand groupe comme L'Oréal? Oui, alors, bon, déjà, vous savez que L'Oréal a 11 usines en France, des centrales de distribution, donc on n'est pas que à Paris, quoi. Ouais. On est quand même un peu présent dans beaucoup de villes, ou de petites villes, et c'est très bien, parce qu'à la fois on crée des emplois, et puis on fait vivre, et donc on est un acteur important des zones rurales ou pas rurales, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, pas uniquement des grandes villes. Ça, c'est un premier point. On n'a pas constaté énormément de mouvements de cette nature. Alors d'abord parce que on a un accord de télétravail qui prévoit jusqu'à 2 jours. Puis la deuxième chose, pour être honnête, mes collègues DRH constatent la même chose. Quand quelqu'un, finalement, s'installe plus loin, il vous impose un peu ces jours de télétravail, vous avez un vrai risque de voir apparaître une espèce de multirythme individuel dans chaque entreprise. Or, une entreprise, c'est d'abord un fonctionnement collectif. Donc, on a eu quelques cas, mais pas considérablement. Il faut reconnaître qu'on ne les a pas forcément plus favorisés que cela. Fabrice Dallongil, vous êtes président des maires ruraux de l'Oise. L'Oise, c'est la 3e couronne pour atteindre l'Île-de-France. Et c'est pas non plus très loin aujourd'hui des Hauts-de-France, pardon, ça a changé de nom. Il y a vraiment une césure de l'emploi entre les zones urbaines, comme, je sais pas, Compiègne, Beauvais, etc., et les zones plus rurales de l'Oise. Oui, enfin, il y a une différence, parce que le premier bassin émetteur reste l'Île-de-France. Oui. En fait, il faut couper le département de l'Oise en deux, de Beauvais jusque de l'autre côté, Crépy-en-Valois. Vous le coupez pour le sud. Il y a une zone d'influence, d'ailleurs, qu'on retrouve dans l'INSEE, zone d'influence de Paris et du pôle de Roissy. Et sur la partie nord du département, c'est beaucoup plus rural. Et donc là, le rapport à l'emploi n'est pas du tout le même. Vous avez beaucoup plus de pendulaires, mais ça, c'est le phénomène métropolitain à peu près partout en France. À 1h, 1h30, dès qu'il y a un peu de transport, dès que le train est à peu près à l'heure, qu'il y a des infrastructures routières, et que sur place, on a la capacité pour les familles d'accueillir les enfants au périscolaire, parce qu'il faut partir tôt le matin, il faut rentrer tard le soir. Donc l'école, bon, je ne veux pas vous parler de la couverture médicale, peut-être qu'on y reviendra après, mais donc en termes d'emploi, parce qu'il manque 6000 médecins quand même dans les territoires ruraux, donc en termes d'emploi, c'est quand même quelque chose. Mais au-delà de ça, oui, vraiment, on peut noter une différence. Après, vous avez et pour reprendre un peu ce qui a été dit précédemment, nous non plus, on n'a pas constaté un grand exode urbain, faut pas croire. Par contre, il y a un effet de moisson, il y a des gens qui avaient envie de partir et qui ont pris la décision de le faire. Et qui, ce que dit Jean Viard, il parle lui de villes secondaires, non plus de résidences secondaires, mais de villes secondaires, et ça on l'observe, nous, un peu partout en France, dans des territoires pas trop éloignés des métropoles et des lieux de travail, quoi. Et c'est ça qui est intéressant à observer. En revanche, 2 petits coups de gueule. Par rapport à ce phénomène, quelle qu'en soit son ampleur, pas d'accompagnement des pouvoirs publics, et on conserve encore des structures d'emploi qui sont l'apanage des grandes villes. Ça, c'est complètement irresponsable. Parce que les talents, ils sont parfois dans les villages. Et quand bien même un village comporte 300 habitants, il faut aller les chercher, d'autant que le problème de la mobilité se pose, et c'est mon 2e coup de gueule. On parle d'un développement du télétravail. Oui, maintenant, il est acté, et notamment depuis la crise sanitaire. Certes, aucun accompagnement de la SNCF. Aucun, zéro. On continue à avoir des billets de train qui sont plus chers qu'un aller en voiture tout court, avec de l'essence. Au moment même où l'on parle également de la défense du développement durable, de l'environnement, etc., etc. Aucune stratégie par rapport à cela. Aucun dialogue entre les régions, aucun dialogue entre les départements sur les recrutements et l'accompagnement sur l'emploi. Ce sont encore une fois des acteurs privés qui prennent le relais et qui vont imposer la réalité. Ouais.
Ouais, Rémi Ripet, vous êtes président de l'ARH, l'emploi local dans le Lot-et-Garonne. Quels seraient les points d'amélioration justement pour cette aide à l'emploi? Quelle stratégie il faudrait mettre en place sur tout ce qui est lié à l'emploi sur place? Alors déjà, le premier constat, c'est que dans le Lot-et-Garonne, on vit heureux par rapport à votre première partie d'émission. Chez nous, on est très heureux. Voilà. C'est bien de le dire. Donc voilà, c'est une introduction importante. On est sur un bassin agricole très fort, un bassin fluvial avec la Garonne, et donc on a une activité agricole très très forte. Et un peu comme mon précédent interlocuteur, nous, on est dans un bassin entre Bordeaux et Toulouse, donc dès qu'il y a un peu de mobilité, effectivement, nos jeunes fuient les territoires et s'en vont sur Bordeaux et Toulouse pour suivre leurs études et on ne les retrouve pas. Donc sur de nombreux métiers techniques, on a besoin de Bac+5 et plus, et des gens expérimentés, ils ont fui notre territoire et ils sont partis sur les extérieurs. Donc pour rejoindre la première partie de l'émission, on a aussi un problème de formation de deuxième niveau sur nos territoires ruraux aujourd'hui. Et nous, on compte beaucoup sur le télétravail. Alors j'ai l'impression que la ruralité est apparue grâce au Covid. Donc je l'en remercie. Si on doit le remercier de quelque chose, c'est d'avoir fait apparaître que dans la ruralité, on pouvait travailler et vivre heureux. Puisque tout le monde, par le télétravail ou par d'autres actions, peut venir chez nous maintenant. Oui, mais comment aller chercher tous ces jeunes qui partent pour les faire revenir? Les pénuries d'emplois, on le sait, dans le monde agricole est terrible. Comment on peut les attirer de nouveau? On parle de valeur travail, on parle de bien-être au sein de son emploi. Est-ce que vous avez aujourd'hui une stratégie pour aller dans ce sens? Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'idée c'est de porter le candidat salarié, entre guillemets, tout au long de sa vie au sein d'un contrat qui s'appelle le contrat à fin d'employabilité, qui a été mis en œuvre par ce gouvernement dans la loi à venir de 2018. Où, au travers des âges ou à travers de la compétence à l'instant de la personne, notre société ou d'autres sociétés qui fonctionnent avec ce contrat peuvent porter la personne au niveau de sa compétence et la faire vivre au sein du territoire, par le partage au sein de plusieurs employeurs, pour des gens très techniques, pour lesquels on n'aurait pas d'emploi définitif immédiat, par exemple. Et donc on va être l'interlocuteur permanent du salarié tout au long de sa vie, sur son besoin de se former, son besoin de reculer un petit peu dans ses horaires de travail. Et donc, il va nous dire, voilà, dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, je vais avoir le deuxième enfant, j'aimerais reculer un petit peu en termes d'emploi, de retrouver un petit peu de disponibilité. On va prévenir notre client et on va aller essayer d'aller vers un client qui va lui donner cette disponibilité tout en gardant les compétences acquises. Voilà. Et on suivrait tout le parcours du personnel qui aurait un sous-traitant. En fait, le salarié aurait un sous-traitant que nous serions au travers de ce contrat. Benoît Serre, le sujet de la formation continue, j'imagine que chez L'Oréal, elle est prégnante. Oui, L'Oréal a quelques qualités, et notamment celle d'assurer beaucoup de mobilité professionnelle. C'est vrai que c'est un cas un peu particulier parce que vous pouvez totalement changer de filière, donc évidemment, vous ne pouvez pas le faire sans un dispositif de formation assez puissant. Donc c'est vrai que c'est un point important, comme beaucoup d'entreprises, mais surtout en ce moment, parce que les compétences changent, la manière d'exercer les compétences change. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était très intéressant ce qui a été évoqué. J'ai entendu les coups de gueule de Jérôme Lavernier, moi j'en ai un autre. C'est-à-dire que vous avez quand même aujourd'hui de 20% de la population française à peu près, ou des territoires français qui ne sont pas connectés réellement à Internet. Bien sûr. C'est vrai. Et ça c'est un frein énorme quand même. Et donc je ne sais pas si le gouvernement aurait dû faire ceci ou cela en termes de transport, parce qu'il y a un truc qui est certain, c'est que c'est insupportable d'imaginer que vous n'avez pas d'accès à Internet, parce qu'à ce moment-là, vous êtes bloqué en télétravail, vous êtes bloqué en formation à distance, vous êtes bloqué dans tout un tas de trucs, et notamment dans les services publics, etc. etc. Aujourd'hui, sincèrement, vous n'avez pas Internet, vous faites comment pour vous déclarer vos impôts, puisqu'on nous a expliqué que vous étiez sur Internet. Donc on peut ne pas les déclarer, mais c'est toujours un peu risqué. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pour ça que moi je crois que la société change, qu'effectivement il y a des équilibres de vie différents qui se créent, que ça doit pouvoir bénéficier aux ruraux. Attention, parce que nous on l'a regardé dans une étude qu'on a lancée ce matin à NDRH, on est inquiet parce que vous avez des zones où finalement les gens ne peuvent plus se loger, parce que des néo-ruraux sont arrivés et les prix de l'immobilier ont monté. Alors c'est peut-être pas vrai partout, je parle sous votre contrôle, mais en attendant on sait que ça c'est un danger à regarder, mais pourquoi pas, c'est déjà dans les stations balnéaires. Mais en revanche, c'est important de considérer que, et je trouve que c'est très positif,
que finalement une partie des équipes de vie privée professionnelle ne passe pas par le baby-foot ou la salle de sport, mais par le fait d'avoir un mode de vie plus équilibré, dont le logement, dont la capacité à sortir des grandes villes. Et quand vous avez des enfants en bas âge, vous savez que 2 secondes. Moi, j'ai commuté entre Le Mans et Paris pendant 6 ans, parce que je voulais pas que mes enfants soient élevés dans un tout petit appartement parisien. Ils avaient plutôt une maison. Ben, je regrette pas. Alors, je prenais le TGV tous les matins, tous les soirs. Et Jérôme a raison. Déjà à l'époque, ça me coûtait une fortune. Oui, c'est vrai. Oui. Merci beaucoup, Benoît Serre, d'avoir été avec nous. Le bonheur est dans le pré. Absolument. Voilà, exactement. DRH du groupe L'Oréal France, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on reste ensemble jusqu'à 20h avec justement cette ruralité. Et Jérôme Laverny, et avec tous ces talents qui méritent qu'on parle d'eux. Ces talents, ces emplois, certains départements regorgent d'emplois au point d'avoir un taux de chômage très très bas. Ah voilà, et on en parle. À tout de suite, restez avec nous jusqu'à 20h. Merci de votre fidélité. Les vraies voix de l'emploi jusqu'à un peu avant 20h. Et nos invités ce soir, Fabrice Dallongeville, président des maires ruraux de l'Oise, Rémi Ripet, président d'ARH Emploi Local dans le Lot-et-Garonne, et un nouvel arrivant, toujours dans le Lot-et-Garonne, Sylvain Pinault, directeur d'un agropole à Agen, Jérôme. Oui, tout à fait. Rémi Ripet, grand ambassadeur du Lot-et-Garonne, et grand ambassadeur, non pas tant seulement pour la vie heureuse, on en parlait dans la première partie de l'émission, mais aussi pour l'activité professionnelle. Question à tous, y a-t-il de l'emploi dans vos différentes zones rurales? N'y a-t-il que de l'emploi agricole? Quels sont les secteurs concernés? Est-ce que vous manquez de candidats? Voilà. Moi, je voulais rebondir ce que Fabrice Dallongeville, vous disiez hors antenne pour nos éditeurs. On parlait des industries, et finalement, quand on regarde sur la globalité en France, il y a un taux qui est pas très élevé. Et quand on regarde en macro, on se rend compte que finalement, en ruralité, les industries sont très 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 présentes. Ouais, alors c'est un chiffre intéressant à garder en tête, c'est-à-dire que l'industrie n'a pas entièrement quitté la ruralité, puisque le poids de l'industrie représente 25% de l'activité économique en ruralité, contre autour de 16% au niveau national. Donc on voit bien qu'il y a une carte à jouer pour la ruralité, parce qu'en fait, derrière, en termes d'emploi, il faut aussi des personnes qui ont baigné dans l'environnement industriel. Tout à fait. J'ai dépensé peiné pour ma région, et puis le Grand Est, les anciens grands bassins industriels qui ont tout perdu. Et il s'est passé vraiment des dizaines d'années maintenant, donc le personnel, entre guillemets, n'est plus là, quoi. Il est parti, où il a des déficits de formation. Ce qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres territoires, je pense dans le centre de la France, où il y a encore un tissu industriel important. PME et PMI, bien sûr. Sylvain Pinault, vous êtes directeur d'une agropole à Agen. Dans les territoires, dans les régions, l'industrie agroalimentaire, c'est quand même encore une force pour la France. Bonsoir, exactement. L'industrie agroalimentaire en Lot-et-Garonne, c'est la première industrie du département, et ce depuis plus d'une trentaine d'années. Pour le matérialiser, a été créé il y a une trentaine d'années justement une agropole, une technopole agroalimentaire qui a permis justement à l'agriculture finalement de se renflouer dans l'industrie et la transformation. Donc je ne peux que confirmer aujourd'hui que le premier employeur du Lot-et-Garonne, un département rural situé entre Bordeaux et Toulouse, est bien industriel et a bien comme composante l'agroalimentaire très forte, avec des grands groupes qui sont installés dans le département. Est-ce que vous, Rémi Ripet, vous êtes président de l'ARH, l'emploi local dans le Lot-et-Garonne, est-ce que vous avez la même vision des choses? Est-ce qu'il y a c'est très industriel ou beaucoup d'industries? Quel secteur d'activité finalement émerge dans le Lot-et-Garonne? La concomitance de l'agriculture avec l'agroalimentaire est très prégnante sur le Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, on est rendu, les chiffres de juillet, à 7% de taux de chômage sur le Lot-et-Garonne. Donc on est considéré quasi en plein emploi. On a un déficit de personnel qualifié, et de personnel qualifié dans l'agri, dans l'agro. Aujourd'hui se développent également sur notre territoire les nouvelles techs, sous l'impulsion de la nouvelle économie autour de l'énergie. On a une nouvelle technopole de logistique et de tech sur la nouvelle économie qui est l'énergie renouvelable, qui est sortie de terre, qui recherche plus d'une centaine de postes de techniciens qualifiés, et qui recherche aussi sur toute la France, parce que souvent après, un peu comme le groupe L'Oréal, ils essaiment après dans toute la France, et qui sont en recherche. Donc aujourd'hui, venir en Lot-et-Garonne, c'est pas une chance de trouver un emploi, on a la certitude de trouver un emploi. On a la certitude de trouver le bien-être, bon, ça, c'est à côté de l'emploi, c'est le long de notre canal du Midi et de notre Garonne, et du bien manger et du bien vivre. Mais
Après le bien-être, on a la certitude de pouvoir choisir son emploi et de pouvoir évoluer. Ouais. Voilà. Ce que nous, on aimerait peut-être un petit peu plus sur le bassin, c'est retenir un peu plus nos jeunes, parce qu'ils s'en vont beaucoup, et on aimerait bien peut-être les tenir un petit peu plus sur le bassin. Quel bon ambassadeur. Quel bon ambassadeur. C'est un appel aux habitants dans le Lot-et-Garonne. On le lance officiellement, Rémi Ripet. Jamais 203, un troisième petit coup de gueule donc. Il y a ce que l'on appelle la politique de la ville, où de forts budgets sont mobilisés. La politique de la ville, comme elle s'appelait jusqu'à une période assez récente et qu'on continue à s'appeler. On ferait bien aussi d'avoir une politique de pas la ville. De la ruralité. De la ruralité, en tout cas d'une manière plus globale, ne serait-ce que d'abord pour s'y intéresser et pour y mobiliser aussi autant d'argent que parfois on en voit affluer dans ce schéma de la politique de la ville. C'est un autre débat beaucoup plus long. Fermons la parenthèse. Fabrice d'Allongeville, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on attend du gouvernement justement, vous, sur des zones telles que vous, sur l'aide à l'emploi, sur peut-être de faire revenir des entreprises, peut-être de donner envie à certaines personnes d'aller chez vous dans cette région? Oui, pour rebondir sur Cécile, est-ce que vous avez l'impression que vous avez moins que les villes en termes d'accompagnement et de soutien financier sur l'emploi, notamment? Alors, il faudrait clarifier sans doute qui intervient le plus sur l'emploi. Est-ce que c'est en termes de compétences, si c'est les régions qui ont la main, et à ce moment-là, qu'on donne vraiment la main aux régions et qu'on ne multiplie pas, les intervenants, les dispositifs d'État, etc. Donc, sans doute dans la clarification des acteurs. Après, localement, ce qu'on peut constater, nous, de façon générale, c'est des zones de tension, mais qu'on retrouve un peu partout. Là, c'est clair. Et c'est assez normal pour moi que les jeunes quittent leur territoire pour aller faire des études et vivent une autre vie, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut l'imaginer. Mais ça serait bien qu'ils reviennent. Oui, bien sûr. Après, on peut pas. C'est toujours difficile de raisonner que par rapport à l'emploi, parce que l'emploi interagit avec beaucoup d'autres choses. Oui. Donc, quand il y a une décision familiale de venir s'installer dans une région, on regarde l'offre scolaire, on regarde la question de la santé. La question de la santé, pour moi aujourd'hui, dans les territoires ruraux, c'est un vrai handicap. Sylvain Pinault, il nous reste 2 minutes. Vous parliez des jeunes qui partent à Toulouse ou à Bordeaux. À Bordeaux, l'immobilier est hors de prix. À Toulouse, c'est quand même cher. Vous n'arrivez pas à les faire revenir parce qu'à Agen ou à Villeneuve-sur-Lot, le reste à vivre est très supérieur à Bordeaux ou Toulouse. Effectivement, le reste à vivre est très supérieur, la qualité de vie est importante, les logements sont encore largement accessibles et quand on regarde nous l'agroalimentaire, on a quand même une forte population qui est payée au SMIC aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, c'est le SMIC, on ne peut pas loger aujourd'hui des gens qui gagnent le SMIC dans les métropoles, c'est impossible. Toute la stratégie qu'on adopte aujourd'hui, c'est de faire venir tous ces gens-là qui sont nécessaires pour l'industrie agroalimentaire dans nos villes. On ne pourra pas installer une usine dans une ville demain, c'est pas possible, les usines ne peuvent être installées qu'en campagne. En campagne d'une part parce que déjà l'immobilier est moins cher, d'autre part le foncier est accessible, et puis pour les gens qui travaillent au SMIC, c'est la seule solution. Donc on doit promouvoir absolument les campagnes, on doit faire venir les jeunes, parce que finalement l'emploi dans l'industrie il est fort, il est très fort, il sera de plus en plus fort. Dans l'agroalimentaire il est extrêmement important, et aujourd'hui tout ce qu'on dit c'est à chaque fois que vous avez une embauche dans une entreprise, vous pouvez rester toute votre carrière dans l'agroalimentaire. Donc petite réaction de Fabrice d'Allongeville. Oui, alors, par rapport à votre question sur ce qu'on peut attendre de l'État, c'est qu'il arrête avec les zones, les ZAN, la zéro artificialisation des sols, parce qu'on se retrouve avec des enjeux de développement possibles, mais on ne doit pas consommer de terres agricoles. Ouais, c'est ça. Ou alors quand on en consomme, on les consomme de façon très concentrée. On raisonne sur, par exemple, des hectares et des hectares, des dizaines d'hectares d'entrepôts logistiques. Et ça consomme énormément de terres agricoles. Et dans d'autres territoires qu'on a besoin de quelques hectares, et pas forcément trop, on ne peut pas les prendre. Donc ça, c'est un problème. Alors, sur les contrats aidés, les budgets sont 15 fois supérieurs sur les villes, sur les quartiers prioritaires. Comme une conclusion, en tout cas, plutôt que le bonheur de Spinoza, comme le niait Luc Ferry tout à l'heure, le bonheur est dans le Lot-et-Garonne, selon Rémi Ripet. Mais dans l'Oise aussi. Et dans l'Oise aussi, pardon. Ouais, c'est gentil. On a autant de soleil. Voilà. Ça se voit, vous êtes bronzés. Merci d'avoir été avec nous, messieurs, dans un instant. Et Chantal Goya, vous connaissez Chantal Goya? Bah oui, Chantal Goya dans le Loft avec Yvan Cujus. Et on se retrouve demain aux alentours de 17h, oui, avec Philippe David et puis nos éditorialistes. On vous souhaite une belle soirée. Salut. Et tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller.